on a déjà abordé cette question de contingence à plusieurs reprises dans les entretiens précédents. Et donc cette séquence va s'intituler « Il ne fallait pas ». Il ne fallait pas, c'est une double formule qui renvoie à l'absence de nécessité, et en même temps c'est une formule de politesse qui renvoie à une forme non seulement de la connaissance de la non-nécessité, mais d'une reconnaissance face à une générosité, un don, quelque chose. Donc, double sens de cette formule. Donc, contingence, mais une contingence qui est quand même accueillie comme un don et qui est reconnue comme à travers une gratitude. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept de contingence pour vous ? Alors, je dirais d'abord ceci, parce que vous avez dit dans un entretien précédent, évidemment, que j'étais un grand lecteur, et donc j'ai confirmé que ma pensée s'était élaborée donc, à travers des lectures, etc. Mais là, tout de même, il y a eu aussi quelque chose chez moi, une intuition première qui n'est pas directement le résultat de mes lectures, qui au contraire a pu nourrir, illuminer certaines lectures. Alors là, évidemment, toujours que ça vient d'où, enfin, toutes ces intuitions premières. Mais je crois que là, il y a effectivement quelque chose chez moi qui est fondamental, avec cette formule que j'ai trouvée, hein, évidemment. Donc voilà, il ne fallait pas me faire un aussi beau cadeau, et évidemment, je l'emploie dans un sens métaphysique. Donc voilà, il n'y avait pas de nécessité à ce que... Et donc, cette notion de contingence qui s'est imposée à moi et qu'on retrouve dans à peu près tout ce que j'écris à différents lieux, dans différents contextes. Alors, contingence, il y a aussi, il y aurait toute une récapitulation à faire des différentes modalités de la contingence. Il y a une modalité de la contingence qui n'est pas absente chez moi, mais qui n'est pas non plus la plus importante, c'est au fond la contingence dans l'histoire. Même une sensibilité au fait que l'histoire n'est pas écrite d'un bout à l'autre, que selon une formule de Raymond Aron, la fortune hésita. Il y a des moments d'hésitation. Et je me souviens bien d'un de mes passages à réplique sur le livre de Sébastien Raffner, Histoire d'un Allemand, et où Alain Besançon, que j'estime beaucoup par ailleurs, enfin, tout de même défendait une idée selon laquelle le nazisme devait advenir parce que c'était une nouvelle phase de démocratisation. Enfin, donc il inscrivait cela dans une nécessité historique, et moi je lui disais... Une dialectique historique. Qui m'échappe un peu, mais enfin, pourquoi pas. Et moi je lui faisais valoir que justement, précisément, ce qui est très intéressant chez Haffner, c'est qu'il montre qu'il y a eu des moments d'indécision, que ça ne devait pas arriver. Voilà. Oui. Donc il y a, ça c'est aussi une des modalités. La modalité de l'histoire n'est pas... un développement organique, ni une dialectique, ni l'éclosion de quelque chose qui était un développement. Quoi. Mais toujours, il y a des libertés, il y a des rencontres, il y a des occasions, et on peut ne pas les saisir. Ou des moments d'incertitude, peut-être, qui précèdent alors des moments où, au contraire, tout devient déterminé. Hein, évidemment, on pourrait me reprocher aussi d'être naïf, de ne pas voir aussi tout un aspect même de l'histoire et de la vie humaine qui est inscrit dans un des nécessités. Mais on pourrait faire valoir le fait que c'est toujours de l'après-coup. C'est-à-dire qu'après, on relit les choses à la lumière de l'événement et on dit « Ah oui, c'est ça qui a permis que… » Mais en fait, ça aurait pu ne pas advenir. Et donc, c'est pour ça que c'est une pensée… Il ne fallait pas suppose une pensée aussi de l'après-coup. Voilà, qui d'ailleurs est très importante chez moi. On n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, l'idée d'après-coup, enfin, donc effectivement, d'une réécriture, enfin, ou d'un réexamen ultérieur de certains faits antérieurs à la lumière de ce qui est advenu. Enfin, c'est très, très important. Donc voilà, enfin, mais ce n'est quand même pas cette modalité-là de la contingence qui est tellement importante chez moi. C'est plutôt, et là, donc ça apparaît notamment dans mon livre La manifestation de soi, mes lectures, alors, en particulier de Marcel Mauss, donc du sociologue, anthropologue Marcel Mauss, concernant les différentes sociétés humaines, les cultures humaines. Hein, donc,
qui existent de telle ou telle façon, mais qui auraient pu ne pas être, ou qui auraient pu être autres. Parce qu'au fond, là aussi, il y a une bifurcation dans la contingence. Il y a le ne pas être, être ou ne pas être, et puis il y a être autre que ce qu'on est. Enfin, donc tout ça se ramifie. C'est-à-dire qu'en fait, juste pour nos auditeurs, la distinction, la contingence, traditionnellement, c'est une certaine division de l'être. On distingue l'être actuel, présent, ce qui peut être, le possible, ce qui ne peut pas être, l'impossible, ce qui ne peut pas ne pas être, le nécessaire, et ce qui peut ne pas être. C'est cela, premièrement, qu'on appelle le contingent. Voilà. Ce qui peut ne pas être. Et là, on parle de cette contingence, justement, relative à un après-coup, c'est-à-dire que la chose est là, elle est là, mais on se rend compte qu'elle aurait pu ne pas être. Et donc, les différentes cultures ne sont pas des nécessités d'un terroir qui aurait dû nécessairement produire telle ou telle forme, mais il y a un surgissement aussi en partie inattendu. Voilà. Et donc, j'ai sous les yeux donc, une partie de ce que j'ai écrit, en disant, voilà, cela ne devait pas exister tel que c'est, et pourtant cela existe bel et bien devant nous, ce qui correspond à notre exclamation en recevant un cadeau, il ne fallait pas. Donc, voilà. Qui exprime plutôt l'émerveillement devant quelque chose qui ne devait pas avoir lieu. Il ne fallait pas qu'il y eût le monde, la vie, il ne fallait pas qu'il y eût la diversité des espèces, des cultures humaines, des langues du monde. Nous avons parlé du langage une autre fois. Donc alors, il ne fallait pas rejoint la fameuse question métaphysique du pourquoi. Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien? Ou pourquoi les choses sont-elles ainsi et pas autrement? Mais alors, il y a tout de même quelque chose de plus chez moi, parce que je me suis rendu compte que cette attention, cette sensibilité à la contingence pouvait être perçue, valorisée de manière positive ou négative. Exactement. Il y a tous ceux, nous les connaissons bien, Sartre, je pense, Cioran, donc ce sont aussi des penseurs de la contingence, mais avec quelque chose d'écrasant. Et donc, en tout cas, c'est la double face de la gratuité. C'est-à-dire d'un côté, la gratuité peut être perçue négativement, du côté de l'absurde, et la gratuité, elle peut être perçue positivement du côté du cadeau, de la grâce. Voilà, alors ça. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire, il ne fallait pas la Covid-19 aussi. Tout événement, même un événement négatif, enfin on pourrait dire aussi, il ne fallait pas. Oui, là il y aurait lieu d'affiner la terminologie. Il y a l'aléatoire aussi, il y a toute une série d'autres. Le hasard. Alors il y a aussi, mais ça c'est plutôt dans le champ linguistique, l'arbitraire, on peut dire aussi. Tout ça, ce sont non pas des équivalents, mais enfin en tout cas d'autres mais on sort quasi synonymes voilà. en tout cas. Mais... On sort d'une contingence qui serait la plus métaphysique finalement, c'est ça qui vous intéresse, dans l'être même. Oui, c'est ça qui est dans l'être même. Et alors, précisément, je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que, encore une fois, il y a cette bifurcation. Il y a ceux qui donc, ont une attitude plutôt sceptique et nihiliste, devant l'existence de tel ou tel phénomène, alors que moi-même, et je crois aussi en accord avec la sensibilité de Marcel Mauss, plutôt mettre en relief une positivité plutôt qu'une négativité. Non pas un néant, un vide de sens, mais la positivité d'un quelque chose, d'une position de sens. Alors, là, je me suis rendu compte assez récemment qu'il y avait encore lieu de préciser les choses, parce que, donc, qu'est-ce qu'on appelle positivité? Il y a évidemment la positivité du positivisme, le positivisme sociologique ou autre, où il n'y a précisément pas de surprise, de moment d'interrogation et d'émerveillement devant ce qui est. Les choses sont ce qu'elles sont, et c'est tout. Voilà. Donc il y a, là aussi, on emploie le terme positif ou positivité. Donc il y a ce positivisme-là. Mais d'un autre côté, je crois que, d'ailleurs aussi comme Merleau-Ponty, qui a
écrit des textes allant dans ce sens-là, il y a lieu de redécouvrir justement une forme de positivité, et donc, entre guillemets, de positivisme, mais un positivisme d'une autre nature. Voilà. Oui, qui n'est pas la méthode justement voilà. Scientifique, hypothético-déductive, appliquée à tous les phénomènes, mais la positivité même des choses. La positivité même des choses, alors que... Il y a un troisième sens quand même, si vous me permettez, mais enfin, qui est non moins redoutable, qui serait ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée positive, avec les ondes positives qu'on doit dégager. Oui. Et il faut positiver. Oui. Ça n'est pas non plus, comment dire, cette sorte de volontarisme du bien-être quand vous parlez de cette position de sens. Parce que certains pourraient le reconduire à ça, puisque vous prenez la chose du côté de la grâce. On pourrait imaginer tout d'un coup un livre de développement personnel à partir de la pensée de Jack DeWitt. Ça s'est fait avec Heidegger ou avec d'autres philosophes. Ah oui, il faut se garder. Alors, on va dire, le penseur de l'émerveillement devant les formes animales, et donc désormais aller dans un zoo quand ça va pas et contempler cette générosité de la nature et entrer en résonance avec... Alors, c'est pas non plus ça dont vous parlez. Alors... Écoutez, je ne peux pas... Bon, il y a des choses que j'ai écrites, évidemment, je ne peux pas répondre. Mais je peux alors, appelons ça, invoquer un autre témoignage, citer un autre écrivain dont je suis très proche, c'est Chesterton. Donc, Chesterton qui, lui, donc, aperçoit justement différentes manifestations de la vie avec un sentiment de drôlerie. Donc, il y a comme un nonsense, mais pas un nonsense qui est le non-sens, ce n'est pas l'absurdité. Voilà. Mais il ne fallait pas que cela soit, et pourtant cela est. Est-ce que ça rejoint la phrase de Chéri par Heidegger aussi, d'Angelus Silesius, la rose est sans pourquoi. Tout à fait. Pourquoi y a-t-il des roses ? Voilà, la rose est sans pourquoi. Oui. Je pense que là, il y a... C'est un peu étrange peut-être de dire ça, mais il y a une convergence entre Chesterton et Heidegger qu'on peut éventuellement mettre en évidence. Donc voilà. Et donc il y a aussi ce que j'appelle le regard anthropologique de Marcel Mauss, qui, donc, au lieu de simplement constater le fait pur et simple, donc, s'étonne et s'émerveille de la diversité des cultures humaines dans leur singularité. J'avais notamment commenté des textes où il parlait des Esquimaux et des Indiens, qui partagent le même territoire et qui pourtant ils ne sont pas forcément dans le même monde culturel, tout en étant dans le même environnement naturel. Enfin, voilà. Est-ce que ça voudrait dire que justement, à partir du moment où s'impose, je dirais entre guillemets, une culture utilitaire ou fonctionnelle, on va toujours vers de l'uniformisation ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. C'est-à-dire que cette diversité des cultures comme un don, comme un cadeau, comme une forme de gratuité, mais à partir du moment où la société se fonde sur des principes utilitaires, est-ce que ça ne vient pas écraser cette diversité ? Est-ce que finalement, ce qu'on appelle la globalisation ou l'uniformisation du monde n'est pas lié à une vision, justement à cette vision utilitariste que vous très certainement, bien entendu. Est-ce que c'est seulement la domination d'une culture sur l'autre, ou alors c'est plutôt la disparition des cultures en raison même d'un modèle utilitariste, peut-être, c'est ça ce qui est derrière. On peut envisager ça, donc effectivement. Moi, j'ai quand même alors, il y a plusieurs choses. Cette contingence, vous ne la mettez pas simplement du côté des choses. Il y a cette contingence des cultures, des formes vivantes. Il ne fallait pas qu'il y ait une telle exubérance des espèces animales, et même, c'est d'ailleurs une remarque que fait Kant dans la critique de la faculté de juger, les lois physiques ne permettent pas de déduire nécessairement une vie animale, une vie. Et il a tendance à d'insister sur la contingence de l'apparition des formes vivantes par rapport aux lois physiques. Donc, contingence qui est du côté des choses. Mais, on en a parlé précédemment d'ailleurs, il y a aussi une contingence du côté de la pensée. Et c'est ça sur lequel je voudrais revenir sur ce point. Dans une conférence, dans un entretien précédent, on a parlé de ce choix originaire qui est à la fois, on pourrait dire,
judéo-chrétien et gréco-latin, le choix de la diversité des formes, de la pluralité ontologique, le choix de reconnaître des essences, contre ce que vous appelez d'ailleurs parfois, comme Nietzsche, du reste, une forme de néo-bouddhisme qui marquerait l'Occident, où c'est l'indéterminé, l'informe. Bon. Mais il y a ce choix, et vous dites, ça n'était pas absolument nécessaire de penser le monde ainsi. C'était une option contingente et libre en faveur de quelque chose et contre une autre option possible. C'est quand même très paradoxal, parce que vous êtes en train de dire « je vais vous démontrer quelque chose et on pourrait penser que toute démonstration est plutôt du côté du nécessaire. Et vous dites « non, ce dont je vous parle, c'est aussi une position contingente. Voir le monde comme étant riche de ses formes, ou considérer que être davantage, c'est être une forme déterminée à côté d'autres formes, plutôt que d'être ce qui est toujours la matière indéterminée, ou tout ça. Comment se fait-il que, pour vous, il y a en fait des événements de pensée, une contingence dans la pensée, mais est-ce que ça ne vient pas ruiner toute la possibilité d'une science démonstrative qui serait du côté du nécessaire, comme les mathématiques? C'est ça. Ben, donc, il y a, ça rejoint peut-être des choses que j'ai dites à propos de Adolphe Portmann. Donc, que fait-il, Portmann? Il argumente, il cherche à nous montrer que, en effet, il y a que les plumes de l'oiseau, du canard, ne sont pas le produit du hasard, mais qu'il y a quelque chose comme une intention d'apparaître. Enfin, nous avons vu ça dans un entretien précédent, et il argumente de manière à comment est-ce qu'on dit, enfin, à ce que nous adhérions, donc mais il me semble que ça n'est jamais une démonstration elle-même entièrement nécessaire. Ou exclusive. Ça reste aussi un geste de montrer. Donc on est entre la démonstration, la monstration, et cette démonstration ou monstration n'a atteint son but que s'il y a une reprise par la personne à laquelle elle s'adresse, et donc c'est une reprise en un acte de liberté, voilà, je pense. Et là, éventuellement... Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a chez vous quand même l'idée d'une liberté de penser, alors même que, pourrait-on dire, il y a une autre quand même option fondamentale de l'Occident, qui est la nécessité de penser. C'est de dire, c'est vrai à partir du moment où c'est le théorème de Pythagore. À ce moment-là, je ne suis pas libre de reconnaître ou d'accepter ou de ne pas accepter le théorème de Pythagore. Ça s'impose à moi nécessairement. Et là, plutôt que d'être du côté du syllogisme démonstratif, vous serez presque du côté de ce que Aristote appelle le syllogisme modal, enfin conditionnel, ou la nécessité hypothétique aussi, vous avez écrit là-dessus, plutôt que d'une sorte de primat de la pure nécessité. Voilà, mais ça c'est évidemment, là on tombe sur des choses... La liberté est première. La liberté est première. Mais dans l'être même, c'est pas simplement la liberté humaine qui est en jeu, puisque c'est pas la contingence de l'histoire qui nous intéresse. Il y a les deux. Je crois qu'il y a une part de liberté dans l'être et chez nous-mêmes aussi, qui faisons partie de l'être, mais enfin qui quand même est redoublée par notre esprit, par notre imagination, l'importance de l'imagination. Et donc, il m'arrive parfois d'écrire aussi l'évidence n'est pas évidente. Voilà. Il y a une évidence, oui, on pourrait croire, ça y est, évidence, ça veut dire, voilà, il suffit de voir, d'ouvrir les yeux, et pourtant, on en revient, je voudrais y revenir dans un autre entretien, on peut aussi rester fermé, aveugle à ce qui pourtant semble être là de manière évidente. Voilà. Donc la vision, par exemple, mécaniciste de la nature reste valable. Votre contestation n'est pas une contestation finalement frontale de quelqu'un qui voudrait exclure cette position-là. Vous dites c'est une option valable, mais il y a peut-être une manière d'élargir l'horizon. Mais c'est plutôt un scepticisme quant à la capacité de démontrer absolument, d'emporter absolument
l'adhésion de l'autre. C'est plutôt de l'ordre d'un scepticisme, je ne sais pas, enfin, cognitif, épistémologique, rhétorique. Hein, voilà. Mais encore un scepticisme miséricordieux. Ah, tout à fait miséricordieux, bien entendu. Puisqu'il fait place à l'autre. Maintenant, je voudrais juste arriver peut-être à un point plus profond. Est-ce qu'on pourrait rattacher cette notion de contingence, finalement, à la notion de création? Parce que on peut avoir deux visions, hein, le monde comme une sorte de grande machine. Hein, on peut avoir aussi une vision qui n'est pas simplement la machine, mais une pensée émanationniste. Tout émane d'un premier principe, comme chez Spinoza, mais more geometrico, donc selon des déductions formelles, et ça ne pouvait pas être autrement. Hein, et là encore, on a une sorte de nécessité mathématique de l'apparition de toutes les choses. Mais il y a ce mystère de la création. Dire Dieu n'était pas contraint de créer, puisqu'il est Dieu, et qu'au fond de l'apparition de tout l'être créé, il y a une souveraine liberté. Alors, souverain amour, bien sûr, cette liberté, c'est de l'amour. Et c'est pour ça que vous voyez peut-être cette liberté du côté des positifs, je ne sais pas, mais même si vous n'abordez jamais la chose sous cet angle purement théologique. Hein, enfin, très rarement. Mais d'une certaine façon, est-ce que ça ne veut pas dire que non seulement donc, tout ce qui est jaillit d'une liberté et porte aussi en soi, dans le don de l'être, aussi sa propre liberté, depuis les formes les plus élémentaires de l'être, hein, même. Donc est-ce que c'est ça aussi qui est... Est-ce que la notion de création ne serait pas finalement, je dirais, fondamentale derrière votre pensée de la contingence? Alors je crois qu'il y a deux choses. Hein. Il y a la création au sens biblique, hein, où je crois en effet à cet acte premier de création généreux de Dieu, d'où nous sommes... Et c'est là il ne fallait pas. C'était aussi, ce serait aussi il ne fallait pas. Mais alors, il y a aussi le concept de création, ou d'origine, hein, origine, création, introduit sous cette forme-là par Castoriadis, dont je suis très proche. Une création qui se situe à l'intérieur de la création. À l'intérieur de la création. Une créativité plutôt, voilà. Peut-être, enfin, en tout cas des événements de ce que j'appelle aussi des phénomènes originaires. Il y a nous avions parlé à une autre occasion des langues. Enfin, il y a donc un surgissement premier des langues et alors de ce que Castoriadis appelle la création sociale historique, c'est-à-dire les sociétés telles qu'elles sont. Vous refaites le lien en fait entre ce que disait Mauss voilà, et ce qu'a théorisé plus philosophiquement Cornelius Castoriadis. Je pense, oui. Donc. Et alors là, donc chez moi, il y a fond deux concepts qui sont évidemment très étroitement liés, mais je ne sais pas encore très bien comment, contingence et origine ou création. Voilà. Étant donné que chacun de ces événements de création ne devait pas être. Il y a aussi il ne fallait pas, il y a aussi une contingence. Aurait pu ne pas être. Aurait pu ne pas être. Et c'est il y a de très beaux exemples chez Castoriadis, avec l'apparition, par exemple, de certains dispositifs techniques. Voilà. La roue, par exemple. Ici, il y a un très beau passage, malheureusement, je ne l'ai pas sous les yeux, où la roue est un événement, vous voyez, qui n'est précédé par... ça n'existe pas dans la nature. Voilà. C'est un acte de l'imaginaire, de l'imagination humaine. Imaginer une roue dont on va pouvoir se servir. Donc, de la même façon, les sociétés, et de la même façon, dans la vie elle-même. La vie elle-même, donc, est faite d'une série de moments originaires. Alors, j'ai commencé à analyser ça d'un peu plus près, de manière un peu plus fine. Qu'est-ce qui caractérise l'origine ou l'originaire ? Ce que j'appelle la non-dérivabilité. Donc, on a affaire à un événement, une position de sens, on pourrait dire aussi, hein, qui ne dérive pas, qui
qui est non déductible de faits antérieurs, etc., mais qui est une création et qui, après coup, là on retrouve de nouveau la structure de l'après-coup, intègre en elle, si vous voulez, des éléments préexistants. Voilà. Donc, en tout cas, il est impossible, enfin en tout cas si on est selon moi rigoureux, de chercher à faire dériver ces événements premiers de conditions antérieures. D'une certaine façon, il y a des éléments de création qui se créent leurs propres conditions jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, il y a quand même on pourrait dire des conditions d'apparition, mais l'événement ne se réduit pas à ces conditions. Voilà. C'est ça, je veux dire. Il y a des conditions, évidemment, des conditions matérielles et toute une série de conditions. Mais l'événement n'est pas le résultat. Voilà, ce n'est pas un résultat. Alors, il y a, c'est notamment en lisant Kolakowski, peut-être que j'étais arrivé à ça, Kolakowski qui argumente quant à l'apparition des religions, en disant, voilà, les religions ne s'expliquent pas par, je ne sais pas, les conditions sociales, etc., mais c'est seulement après coup, quand la religion existe, qu'elle peut servir à certaines fonctions de ce type-là. Donc voilà, c'est une structure où il faut bien comprendre où est la présupposition, si vous voulez. Voilà. On retrouve cette relation d'enveloppement où quelque chose de gratuit, après, assume une dimension utilitaire. Voilà, à nouveau. Et des fonctions. Absolument. Mais c'est ça. C'est ça. Donc ça rejoint ce que nous avions vu dans d'autres entretiens. Avec Portman. Voilà. Mais ça me pose un gros problème, et on va finir là-dessus, par rapport je dirais presque à je pense à ça, un problème, par exemple, apologétique. On voudrait montrer que, par exemple, dans l'histoire de l'évolution, il fallait que l'homme apparaisse. Que tout dans la nature conduisait à l'apparition de l'homme. Et vous comprenez, derrière ça, il y a l'idée de cette nécessité de l'homme dans la nature. Oui. Et derrière ça, on veut dire, donc nécessité de Dieu. Et en même temps, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce type de démonstration rend un très mauvais service à un Dieu qui agirait par générosité, justement. C'est-à-dire qu'au moment où on a réussi sa démonstration, on manque la vérité de l'être. C'est-à-dire, ça ne pouvait pas être autrement. Regardez, donc voilà, et on manque la vérité de l'être, c'est-à-dire qu'on manque cette gratuité profonde. Oui. Là, évidemment, on tombe aussi sur des choses, évidemment, énigmatiques, abyssales. Donc, est-ce que je pourrais aller jusqu'à soutenir de manière aussi déterminée qu'il n'y avait pas de nécessité à l'apparition de l'homme? Je ne sais pas. Là, franchement, je suis embarrassé, j'avoue mon embarras. Alors, je voulais aussi, peut-être encore dans le prolongement de ce que nous venons de dire, pour expliquer donc ce rapport entre nécessité et contingence, me référer à des choses que j'ai lues alors chez un autre scientifique, biologiste, que j'ai fait traduire, Tour Fonuxcul, qui dit à peu près qui a un lien de parenté avec Jacob von Uxküll. Je ne sais plus quel lien. Donc, c'est toute une famille de scientifiques. Il y en a encore d'ailleurs qui vivent actuellement. Enfin, donc c'est un lien parenté. Il est beaucoup moins connu évidemment que Jacob von Uxküll. Et donc c'était la constatation de dire que l'insecte va périr s'il manque d'air ou de sucre. Donc c'est la question des besoins. Il en a besoin pour sa survie. Mais ces besoins qui sont pour lui une nécessité n'étaient pas eux-mêmes nécessaires, en ce sens qu'il ne fallait pas qu'il y ait des insectes se nourrissant de sucre et respirant de l'air. Donc la réalité du vivant montre que d'autres éventualités étaient possibles. Et donc là, il y a... on peut appliquer ça à d'autres situations. Donc il y a des relations de nécessité, de besoin, etc., qui existent, mais qui présupposent un acte premier, ou une existence première, une contingence. Voilà. Donc d'où la nécessité hypothétique. Et je pense, il me semble, alors il n'y a pas longtemps que j'ai découvert ça, qu'Aristote avait déjà exprimé ça sous le nom de nécessité hypothétique. Enfin, donc, sans le savoir, si vous voulez, en lisant précisément des gens comme Tour Fonuxküll et d'autres, j'ai
peut-être retrouver Oui, c'est cette vrai. idée. Sauf que la nécessité hypothétique chez Aristote joue encore au niveau du cosmos, mais pas au niveau métaphysique, ou là, ou au niveau des mathématiques. En fait, ça joue en philosophie de la nature, mais dès qu'on passe en mathématiques ou en métaphysique, on arrive à des choses qui ne sont plus, qui pourraient être de l'ordre de la nécessité pure, alors que là, vous poussez la chose, vous, jusqu'au plan métaphysique, me semble-t-il. Enfin bon, ça, c'est une différence. Mais toujours est-il aussi que toutes ces idées que je viens d'avancer, hein, donc l'origine, le choix, donc que ça ne va pas de soi, enfin que c'est difficile à accepter pour beaucoup de gens. Et j'avais justement ici j'ai entre les mains un dialogue entre Castoriadis et Paul Ricoeur. On se rend compte que Castoriadis rappelle donc ces idées fondamentales. Il y a émergence de niveau d'être. Exemple, tout ce qu'il y a d'empirique. La première cellule vivante sur Terre représente du nouveau par rapport à l'océan primordial. Pas du nouveau absolu, elle est réglée et elle ne peut violer quantité de règles. Mais il y a quand même du nouveau. Et alors il passe tout à coup à un autre exemple. De même, Wagner, composant ses opéras, il ne peut violer certaines lois proprement musicales, etc. Il n'empêche qu'il pose de nouvelles harmonies qui, avant lui, étaient absurdement dissonantes. Alors il cite souvent l'accord de Tristan. Ça revient très souvent dans les écrits de Castoriadis. De même, dit-il, quand les Grecs créent la mathématique, et peu importe le rôle précurseur des Babyloniens ou des Égyptiens, ils créent l'idée de la démonstration. Voilà, donc voilà, il y a comme ça plusieurs exemples. Et on sent bien que Ricoeur est embarrassé. Donc dans sa réponse, oui, d'accord, c'est vrai, il y a des novations, mais enfin ce qui existe, il ne faut pas imaginer bien sûr qu'on va puiser dans un grand trésor des possibles, cela n'existait pas. Ce qui existe, ce sont des configurations préalables que nous refigurons et procédons ainsi de configuration en configuration. Donc il est hostile enfin à l'idée au nouveau, au surgissement ex nihilo, et donc il parle à juste titre d'ailleurs naturellement de reconfiguration. Mais moi j'objecterais à cela, mais quand il y a reconfiguration, il y a quand même un nouveau commencement, hein, donc quelque chose qui est quand même à nouveau un événement originaire. Hein, voilà. Et donc je trouvais que c'était extrêmement intéressant, donc cette confrontation, cette conversation donc entre deux philosophes que j'estime l'un comme l'autre, et on voit bien qu'il y a... On n'arrive pas à s'entendre. Il n'arrive pas à s'entendre sur cette question de l'origine, de l'originaire. Voilà. Donc, merci Jacques. On sait que ce qui marquait profondément Hannah Arendt, justement aussi, à la fin du système totalitaire, elle revient sur cette parole d'Augustin. Ah oui. L'homme a été créé pour qu'il y ait un commencement, voilà, la capacité de commencer, et c'est ça qui serait aussi derrière. Mais c'est vrai que c'est pas que l'homme finalement, il y a des commencements même dans la nature. Voilà. Je pense que c'est ça, oui. Arendt, en effet, a dit cela. Ça vient. Il paraît d'ailleurs que ce n'est pas qu'elle a un petit peu forcé le sens du passage de Saint-Augustin, mais enfin, c'est devenu une idée fondamentale de Hannah Arendt, naturellement. Merci Jacques. Là, on a été plus long. Hein. Tu crois ? Non, 34.